Et rebonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir débuter, Honoré. Ça te va? Oui, C'est parfait. parfait. Allez, c'est parti. Et ben, bienvenue à tous pour ce webinaire sur les aires de covoiturage. C'est le second d'une édition sur les lauréats du Fonds vert 2023. On a fait un premier il y a 2 mois, le 27 septembre, sur les lignes de covoiturage. N'hésitez pas à aller en consulter le contenu si vous l'avez manqué. Et donc sur le même format, ce webinaire aujourd'hui, on va revenir donc sur l'état des lieux du Fonds vert actuellement. On va échanger des recommandations du CEREMA sur qu'est-ce qu'une bonne aire de covoiturage, à quoi il faut penser avant de se lancer. Et puis surtout, on écoutera des retours d'expérience de 3 intervenants qu'on remercie chaleureusement pour leur présence. Le département de l'Hérault, l'Orient Agglomération, la communauté de communes de Valais Haute-Sarthe, qui sont tous lauréats du Fonds vert cette année pour des projets ambitieux d'aires de covoiturage. Et enfin, on a prévu de garder un temps important pour les questions-réponses, pour voilà, pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous en avez déjà maintenant, à les poser dans le chat, bah, comme ça on les verra et puis on pourra déjà préparer nos réponses pendant les interventions et y répondre à la fin donc, de l'ensemble de ces interventions. Et puis sinon, on pourra interagir aussi directement avec l'outil de chat. Est-ce qu'il y a des recommandations techniques d'ailleurs par rapport à l'outil Honoré à partager avant de commencer? Non, non, effectivement, n'hésitez pas à utiliser le chat pour tout ce qui est questions de réponse. Si vous n'avez pas de son, vous avez une petite flèche à côté du mute. Voilà, j'essaierai d'expliquer à ceux dans le chat si ceux qui n'ont pas de son. Ok, merci. J'en profite effectivement pour rappeler que c'est un webinaire qui est organisé dans la démarche France Mobilité et donc co-organisé entre le CEREMA et la DGITM. Et puis bah, je vais commencer tout de suite sur l'état des lieux du Fonds vert. Donc le Fonds vert 2023, bon, vous connaissez déjà bien le dispositif. Cette année, donc il avait trois dossiers, en tout cas, enfin 3 axes qui pouvaient permettre de financer des projets liés à des aires de covoiturage. Donc, je vais les détailler en essayant surtout de relever les différences pour que ça ne perde personne. On avait donc un premier axe sur les ZFE. Donc là, ne sont concernées que les collectivités dont les projets s'inscrivent dans la mise en place d'une ZFE. Et en fait, là, l'idée, c'est que donc l'ensemble d'aménagements de voiries ou de stationnement pour développer le covoiturage peuvent être éligibles à un cofinancement sur le volet ZFE. Dans le volet spécifique au covoiturage, dont je vais davantage parler ensuite, on a l'objet aire de covoiturage est largement ciblé. Hein. Il est ciblé dans le volet 1 puisque les études préopérationnelles peuvent être cofinancées, donc études d'identification par exemple des endroits où disposer les aires de covoiturage, de potentiel de covoiturage pour vérifier effectivement si le tel rabattement a un intérêt et le positionnement, mais également les schémas directeurs départementaux et là-dessus il y a même, on a même fait passer une directive assez claire sur l'objectif en fait de cofinancer des schémas directeurs départementaux avec un objectif que tous les départements aient des schémas à jour. Donc, si vous êtes un département et que vous avez un schéma vieillissant ou pas de schéma directeur d'art de covoiturage, ça fait vraiment partie des priorités dans le cadre de ce fonds vert. Donc, n'hésitez pas à déposer des dossiers. Je parle au présent parce que c'est bon pour cette année, mais c'est aussi pour l'année prochaine. Je le précise maintenant, mais je vais le redire. L'ensemble de ces axes et donc des conditions du fonds vert là, 2023 sont reconduits en 2024 dans les mêmes conditions, en tout cas pour ce qui concerne les aires de covoiturage. On finance aussi donc des travaux d'infrastructure et d'équipements dédiés au covoiturage. Donc là, les aires de covoiturage entrent largement dans ce volet 2. Sont cofinançables donc à la fois les aires de covoiturage en elles-mêmes, donc les travaux, mais aussi des travaux d'adaptation si vous avez déjà des aires de covoiturage existantes et que face à leur succès, vous souhaitez les augmenter, les agrandir. Également tous les dispositifs qui peuvent être des équipements de ces aires. Par exemple, on a vu plusieurs dossiers d'équipements de comptage de fréquentation des aires. Ça, voilà, ça fait partie des choses qui sont aussi complètement cofinançables à partir du moment où ces équipements sont bien liés à l'objet de l'heure de covoiturage, c'est-à-dire développer le covoiturage.
Enfin, bon, c'est un peu plus anecdotique entre guillemets. On a un autre, voilà, dans le fonds vert, il y en a aussi un fonds sur le soutien plus global à l'ingénierie. Et donc, évidemment, l'appui à l'émergence de stratégies covoiturage peut aussi être un premier pas dans la construction ensuite d'aires de covoiturage. En fait, ce dernier volet, il est surtout intéressant par rapport au volet 1 du développer le covoiturage qui est des études pour aller cofinancer des objets d'ingénierie qui sont assez généraux. Par exemple, si vous voulez mettre en place un pôle d'échange multimodal ou un projet qui s'inscrit dans toute la stratégie mobilité qui est assez large et dans lequel il y aurait quelques emplacements covoiturage déserts. Là, l'objet étant plus général, il peut avoir sa logique d'aller demander un soutien d'ingénierie sur ce volet-là. Voilà pour les définitions, en tout cas, de l'éligibilité. Bon, vous l'aurez compris, en tout cas, tous les objets liés aux aires de covoiturage sont largement cofinançables par le Fonds vert et ce, à plusieurs titres. Maintenant, si on parle des lauréats 2023, donc aujourd'hui, les aires de covoiturage font partie des objets qui ont largement été plébiscités dans le cadre du Fonds vert. C'est quasiment un dossier sur deux qui sont des dossiers d'aires de covoiturage. Et donc aujourd'hui, on a 81 nouvelles aires de covoiturage qui sont financées, qui sont déjà des dossiers acceptés sur le Fonds vert 2023, ce qui correspond à près de 5000 places créées et déjà près de presque 9 millions d'euros versés de cofinancement, en sachant que le cofinancement, il est à chaque fois entre 20 et 80%, à savoir que le 80% est plutôt anecdotique. On est plutôt sur des cofinancements de l'ordre de 20 à 50%, surtout dès qu'il s'agit de travaux. Les montants à 80% en observation, hein, c'était plutôt des projets du type agrandissement ou des études qui sont sur des montants un peu plus faibles et pour lesquels un cofinancement de 80% était envisageable. On est satisfait d'un maillage territorial très important sur cet axe aire de covoiturage. On a donc 12 communautés d'agglomération urbaines ou métropoles qui ont bénéficié d'appui pour le financement d'aires de covoiturage. Surtout 25 départements, donc là aussi, pas uniquement en stratégie. Là aussi, c'est assez intéressant. Et puis, un maillage important sur les communes et les communautés de communes, 83 territoires qui ont bénéficié de ce financement. Donc, l'ensemble des informations sur le cofinancement fonds vert, c'est sur Aide Territoire. Je pourrais vous remettre le lien dans le chat. Donc, vous avez l'ensemble des descriptifs. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Le projet, donc, le cofinancement fonds vert est relancé l'année prochaine, je le redis ici. Et donc, tout se passera de nouveau sur le formulaire de démarche simplifiée et Aide Territoire. Si vous avez déjà déposé un projet de cofinancement et que vous êtes en attente, on est en train de construire notre capacité à justement faire que ces projets, s'ils ne sont pas acceptés en 2023, soient directement en fait redéposés automatiquement en 2024 pour que voilà, qu'il n'y ait pas de nouvelles manipulations à faire. Donc tout continue à se passer sur démarche simplifiée. Voilà pour ce que j'avais à dire de mon côté. Je vais m'arrêter là et puis je vais te laisser la parole, Honoré, pour les conseils du CEREMA. Est-ce que tu veux répondre à quelques questions qui ont déjà été posées, Héloïse? Et bah ouais, pourquoi pas. Je les ai pas sous Alors, les yeux. du coup, je vais te les dire. Alors, donc, on avait une première question, c'était comment obtenir des cofinancements. Bon, on a un petit peu parlé, hein, comment constituer le dossier, aide territoire et démarche simplifiée. Je ne sais pas si tu voulais, si tu avais quelque chose à préciser là-dessus. Pas spécialement, mais alors à la limite, je peux même vous faire un petit partage d'écran, hop, directement et vous montrer euh, sur Aide Territoire. Donc là, je ne suis pas sur la bonne mesure, mais donc l'interface Aide Territoire, vous pouvez taper Aide Territoire sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez en plus normalement directement tomber quasiment sur le fond vert, mais sinon tapez fond vert Aide Territoire. Et la mesure qui nous intéresse surtout, c'est celle sur développer le covoiturage. Vous avez l'ensemble du descriptif. Et ensuite, pour trouver le fameux formulaire démarche simplifiée qui vous intéresse, on est sur ici, candidater à l'aide. Et donc, vous allez ensuite pouvoir déposer votre dossier en vous connectant préalablement. Je vous mets le lien également. Hop. On va peut-être prendre les questions en fait à la fin parce qu'il va y en avoir beaucoup, je sens. Donc, Il y en a beaucoup. c'est Vous très passez bien bien le comme temps. ça Il y me a laisse pas le temps mal de de questions. Voilà, tu d'acheter. peux regarder le temps, pas de souci. Du Parfait. coup, je vais enchaîner. Honoré Roulant, du coup, je suis chef de projet sur les mobilités partagées au CEREMA, la direction technique territoire et ville.
Et donc, je vais présenter aujourd'hui un diaporama, quelques slides de recommandations sur les aires de covoiturage. Héloïse, tu peux me confirmer qu'on voit bien mon support? Ouais, très bien. Parfait, parfait. Du coup, alors déjà peut-être un petit préambule en indiquant que côté CRM, on est en train de mener une étude sur les schémas d'aire de covoiturage qui j'espère pourra venir alimenter un petit peu aussi ces réflexions, les réflexions que je vais partager avec vous aujourd'hui et qui sont issues de schémas d'aire de covoiturage qui existent aujourd'hui. Donc l'idée, le message principal, c'est vraiment la structuration de ces aires de covoiturage autour d'un schéma d'aire de covoiturage. Donc, pour rappel, les objectifs, donc mailler le territoire en aire de covoiturage pour favoriser la pratique du covoiturage. Bien évidemment, ça s'inscrit avec d'autres types de leviers en faveur du covoiturage, que ce soit la mise en place de services, ça peut être de la mise en relation, par exemple, ou des incitatifs financiers. La mise en place d'animation et de communication autour du covoiturage et la mise en place d'infrastructures. Les aires en font partie, bien évidemment, mais il y a aussi d'autres choses. On peut penser, par exemple, aux voies réservées au covoiturage. Donc, tout ça pour dire que les aires de covoiturage sont un des leviers parmi nombreux autres pour favoriser la pratique du covoiturage. Les objectifs aussi de ces aires de covoiturage, c'est de limiter le stationnement sauvage quand on a des pratiques préexistantes et d'améliorer la sécurité des covoitureurs. La stratégie préconisée, c'est d'élaborer un schéma d'aire de covoiturage. Une question qui vient se poser très vite, c'est le périmètre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des schémas d'aire qui existent un petit peu à tout type d'échelle, que ce soit une échelle régionale, départementale, une AOM ou parfois l'aire urbaine d'une grande métropole. Parmi les éléments de stratégie, il y a également l'identification et l'implication de l'ensemble des acteurs. C'est très important, notamment du fait de la séparation des compétences, notamment la compétence mobilité et les compétences voirie, qui ne sont pas toujours détenues par la même entité. D'où l'importance donc d'impliquer les acteurs. Donc, j'ai noté les AOM, les départements, les régions, les EPCI, les communes et les concessionnaires autoroutiers, mais il peut y en avoir d'autres. L'objectif aussi, c'est de définir des modalités de gouvernance, que ce soit sur le financement des aires, la maîtrise d'ouvrage, l'entretien, et d'homogénéiser un petit peu à l'échelle d'un territoire la signalisation et les équipements pour avoir une offre aussi visible que possible par les usagers. Une première étape un petit peu pour la réalisation des schémas d'aire de covoiturage qui va régulièrement, c'est le diagnostic du maillage existant en aire de covoiturage, que ce soit les aires officielles et les aires informelles et les aires en projet. Donc les aires informelles, ce seraient des aires qui seraient utilisées par des covoitureurs sans pour autant qu'elles soient signalisées et aménagées par une collectivité. Donc l'objectif, c'est de recenser toutes les informations utiles, donc le nom, le lieu, le nombre de places PMR, la typologie, les équipements, les services, le niveau de fréquentation, donc toutes les informations qui peuvent sembler pertinentes. Ça peut se faire à partir de données existantes, si vous avez des bases de données au niveau local ou à l'échelle nationale, avec la base nationale des lieux de covoiturage. Et ça peut se faire aussi en interrogeant les acteurs concernés, à savoir souvent les EPCI, les communes, les concessionnaires autoroutiers, qui peuvent avoir les données sur leur propre territoire. La deuxième étape, généralement, dans la réalisation de ces schémas d'aire de covoiturage, sera de définir un maillage cible en aire de covoiturage, donc de définir les objectifs à partir aussi donc des aires existantes. Donc l'idée est d'identifier les lieux propices à la pratique du covoiturage, à la fois à travers différents critères, donc des trafics routiers évidemment, l'identification des flux de domicile-travail qui peut être fait en lien notamment avec les employeurs, la visibilité de ces aires, puisqu'on le sait aussi, un des bénéfices de ces aires de covoiturage, c'est de mettre en visibilité la pratique du covoiturage. Les documents d'urbanisme, évidemment, il peut y avoir un besoin de foncier pour des nouvelles aires. L'identification de sites stratégiques tels que des pôles d'échange multimodaux, des gros lieux d'emploi, ce type de choses. De réfléchir à l'intermodalité, donc des arrêts de TC, même si aujourd'hui la pratique intermodale covoiturage avec les TC est encore faible, ça fait partie des éléments stratégiques auxquels il faut réfléchir.
Et puis l'existence, par exemple, de péages, hein, c'est en lien évidemment avec le trafic routier. Dans cette définition de maillage cible, généralement, il y a une catégorisation, une classification des aires de covoiturage qui peuvent être faits selon différents critères, avec différents objectifs, hein. Les critères, ça peut être la situation géographique ou le nombre de places, par exemple. Et les objectifs, ça va être, par exemple, pour identifier des modalités de financement, pour identifier qui sera maître d'ouvrage de l'aire de covoiturage à créer, ou encore quel sera le niveau d'aménagement et d'équipement de l'aire, voilà, en fonction des besoins qui ont pu être identifiés. Donc, généralement, un travail de classification. Il y a plusieurs classifications existantes et ce sera aussi le but de notre étude, un petit peu d'identifier les plus pertinentes, voilà, avec les critères les plus intéressants sur le nombre de places, leur localisation, voilà, différents critères qui peuvent entrer en jeu. Enfin, un autre aspect donc, du schéma d'aire de covoiturage, c'est de hiérarchiser et de programmer l'aménagement des aires sur la base de certains critères. L'objectif, évidemment, quand on a un maillage cible, on ne peut pas le mettre en œuvre du jour au lendemain. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de prioriser les investissements et de commencer par les plus pertinents. Ça peut se faire en fonction du potentiel de l'aire. Si il y a une forte demande, un fort besoin en aire de covoiturage, ou si on a déjà identifié des pratiques existantes informelles. Ça peut se faire aussi en fonction du foncier disponible, évidemment, des acteurs locaux qui sont volontaires, du coût d'aménagement ou encore, évidemment, de la répartition équilibrée sur le territoire qu'on connaît grâce au diagnostic de l'existant. Et enfin, dernier volet qui est important, c'est d'évaluer l'usage des aires. Donc, on avait identifié plusieurs méthodes, notamment des systèmes de comptage pour vraiment des évaluations quantitatives ou des enquêtes auprès des usagers pour des évaluations plus qualitatives. Sachant que des enquêtes auprès des usagers, il y a difficilement d'autres choix que d'aller sur l'aire de covoiturage pour interroger directement les usagers de l'aire. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure du coup de classifier les aires de covoiturage pour identifier un petit peu les aménagements, équipements et services qui peuvent être utiles sur une aire. Ici, je vous ai listé un petit peu le type d'aménagement, d'équipements et de services auxquels on peut penser quand on réalise une aire de covoiturage. Les aménagements, ça commence bien sûr par les places de covoiturage. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de dimensionner l'aire de covoiturage. Généralement, on préconise de ne pas forcément surdimensionner l'aire au départ, mais de se garder une réserve de foncier disponible pour éventuellement agrandir l'aire de covoiturage si on constate une saturation. On a des espaces d'attente abrités pour la prise des dépôts et des passagers. Donc, l'objectif, c'est que les passagers puissent attendre à l'abri leur conducteur. Les places PMR, hein, la réglementation impose 2% de l'ensemble des emplacements qui soient réservés au PMR, hein, donc ça fait minimum normalement une place par aire. Et l'accessibilité d'espaces publics qui va avec, bien sûr. Parmi les aménagements, bien sûr, on retrouve le choix du revêtement, hein, puisqu'on est quand même dans il y a quand même des gros enjeux aussi d'artificialisation des sols sur ces aires de covoiturage, hein, et donc la réutilisation d'aménagements existants est autant que possible à privilégier. Des aménagements paysés, justement, pour intégrer un petit peu l'air à son environnement, et éventuellement des ombrières photovoltaïques. Ensuite, on peut également mettre en place une signalétique. On ne sait pas, on peut d'ailleurs, c'est plutôt on doit. Hein. Donc, un jalonnement amont pour que l'aire soit facilement identifiable et qu'on puisse facilement la retrouver. Et une signalétique sur l'aire, donc généralement grâce à un panneau de signalisation, voire un totem qui serait homogène sur le territoire. J'en ai d'ailleurs mis un en photo, hein, dans le département du Pas-de-Calais, me semble-t-il. Voilà, parmi aménagement, équipement et services, il y a tout le volet intermodalité auquel il faut réfléchir. Donc, les arrêts de TC, des stationnements vélo sécurisés. Hein, vous avez une aire de covoiturage en dessous avec un stationnement vélo, une consigne sécurisée et des arceaux. Et les cheminements modes actifs si c'est pertinent. Hein, donc, comment est-ce qu'on accède à pied ou à vélo aux aires de covoiturage?
Voilà, un deuxième volet donc sur les équipements de contrôle. Équipements de contrôle ont été portiques et systèmes de comptage. Donc les portiques pour éviter qu'on ait des poids lourds ou des caravanes qui viennent pour des usages qui ne sont pas prévus à l'origine sur l'aire de covoiturage. Et des systèmes de comptage, j'en ai parlé tout à l'heure, pour l'évaluation un petit peu quantitative de l'usage de l'aire de covoiturage. Parmi les services, on peut bien sûr retrouver des poubelles, des toilettes, des bornes de recharge électrique, des casiers de livraison, de la vidéosurveillance ou de l'éclairage. Tout ça dépend bien entendu à la fois de la politique en aire de covoiturage et du niveau de service qui peut être attendu d'une aire selon le nombre de places et sa fréquentation. Voilà, j'en termine avec quelques exemples de schémas d'aire de covoiturage qui sont disponibles publiquement. Ils sont en lien cliquable et vous aurez le support de présentation qui sera diffusé. Peut-être deux schémas qui sont assez récents et assez pertinents. C'est le schéma départemental des aires de covoiturage, donc à l'échelle du département de la Somme, et le schéma de développement des aires de covoiturage de l'aire métropolitaine de Lyon, qui a été réalisé par le SMT-AML, qui sont deux schémas assez récents et assez complets. Et j'en profite pour vous dire aussi qu'on on a une communauté expertise territoire dans laquelle on échange sur ces sujets schémadaires de covoiturage, notamment sur le recensement. Donc, n'hésitez pas à venir alimenter aussi avec vos schémas de covoiturage ou à venir poser des questions. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Et comme on prendra les questions en fin de présentation, je vais laisser la parole à Monsieur Loubier du conseil départemental de l'Hérault, qui va venir vous présenter donc sa démarche. Bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vais partager mon diaporama. Oui, on vous entend bien. Voilà, le temps que ça charge, donc je vais me présenter. Donc Stéphane Loubier, je suis le chef du service mobilité durable au département de l'Hérault au sein du pôle route et mobilité. Et je vous remercie pour cette première présentation qui est très claire et qui nous met en appétit sur le sujet. Ma présentation charge, peut-être que vous la voyez. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, on la voit. Pas encore? Oui, on la voit. Vous la voyez? Super, très bien. C'est parfait. Donc moi, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vous retracer le contexte avant tout du développement du covoiturage dans l'Hérault. Et ensuite, dans un second temps, vous parler de quelques projets que j'ai sélectionnés et des financements dont ils ont pu bénéficier ou dont ils vont bénéficier. Historiquement, le département de l'Hérault s'est intéressé très tôt à la mobilité. Je pense notamment à la grande enquête ménage-déplacement qu'on a réalisée en partenariat avec l'État et les collectivités en 2015, qui a permis de tracer, de nous donner un état initial de la mobilité, qui depuis 2015 a bien évolué, on est d'accord. Mais on a un premier état initial qui était assez fort. On a eu des premiers schémas de covoiturage qui ont été tracés. Et en 2019, on a profité d'un appel à projet de l'ADEME pour déposer ce que l'on a appelé un pack Hérault mobilité inclusive, dans lequel, dans ce projet, il y avait différents axes, dont un axe sur le covoiturage traditionnel, sur des aires de covoiturage, mais aussi le souhait de rechercher des places de covoiturage par mutualisation au sein des territoires. Je crois que là, c'est une voie qu'il nous faut développer aussi pour montrer que le covoiturage concerne l'ensemble des territoires. On a développé aussi le réseau Pouce. On a contribué à son développement sur le territoire de l'Hérault à partir de cette date. Mais on a aussi travaillé sur d'autres composantes, et vous venez de les évoquer, des composantes d'animation, en proposant au territoire des animations liées au changement modal, à la mobilité durable et à le renoncement à l'autosolisme. Mais aussi, on s'est aussi orienté vers des collaborations avec le domaine universitaire, avec la recherche, pour travailler sur les mobilités émergentes et travailler aussi sur le covoiturage. Donc ce PAC que l'on a déposé, qui a été soutenu par l'ADEME, nous a amené à conventionner avec des territoires, dont le département de l'Hérault propose aux EPCI des conventions d'Hérault mobilité inclusive et solidaire, qui retracent un petit peu le contenu de ce premier PAC Hérault mobilité inclusive et qui vise aussi à développer le covoiturage. Alors je le souligne parce que cette contractualisation est importante pour nous,
On a 9 EPCI qui ont conventionné avec le département, dont 5 qui ont renouvelé cette année et 4 qui renouvelleront certainement leur convention l'an prochain pour développer ces actions-là liées à une mobilité durable. Alors, le mot inclusif aussi est important pour nous puisqu'on travaille avec des plateformes de mobilité qui s'adressent à des personnes aux minima sociaux qui sont aussi intéressées par ce covoiturage, car comme chacun le sait, c'est bon pour la planète, c'est aussi bon pour réduire le budget de transport des ménages. Je fais un petit saut dans le temps. En 2022, donc, on a eu l'opportunité d'avoir une stagiaire qui a travaillé avec nous sur un projet de plan hérocovoiturage. Et là, on s'est retourné vers les citoyens héroltais. Vous l'avez dit tout à l'heure, la meilleure manière de connaître l'usage des covoitureurs, c'est d'aller interroger les personnes sur site. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons retenu que les usagers de nos aires de covoiturage covoiturent en moyenne tous les jours ou plusieurs fois par semaine à 50%. On a retenu que ces covoitureurs sur nos aires de covoiturage départementales utilisaient ces aires à 58% pour du domicile-travail, 23% pour des motifs sport et loisirs. Que ces covoitureurs, c'était plutôt des femmes à 70%. Et c'était plutôt des covoitureurs âgés entre 25 et 65 ans. Donc on a recueilli une image de ces covoitureurs, on a aussi recueilli leurs attentes avec une motivation principale, peut-être naïvement, je pense être essentiellement écologique, non, qui est plutôt économique, écologique aussi, mais aussi une recherche de convivialité. Donc première enquête auprès de nos covoitureurs, deuxième enquête auprès de l'ensemble des héroltais sur la thématique du covoiturage. Ces deux enquêtes nous ont permis de co-construire notre plan hérocovoiturage et d'arriver le 18 septembre 2024 à l'approbation de ce plan hérocovoiturage par notre Assemblée. C'est intéressant aussi de souligner que c'est un des engagements de la mandature de notre président autour de l'enjeu des routes durables de développer le covoiturage. Donc nous, techniciens, nous mettons en place les outils qui permettent de développer cette politique. Et ce plan hérocovoiturage développe 4 axes. Un axe aménagement-équipement, un axe accompagnement et promotion, un axe service et solidarité, et un axe qui est plus de la gouvernance, qu'on appelait tous covoit. Si je dois faire quelques chiffres, redonner quelques chiffres en synthèse, et des chiffres qui peuvent me rendre un peu optimiste, même si je les relativise, on a 66% des héroltais lors de ces enquêtes qui nous ont dit qu'ils étaient prêts à covoiturer. Alors on sait bien que dans ce type d'enquête, on est toujours prêt à faire des choses, on est toujours prêt à s'engager. Réellement, on a 50% des covoitureurs héroltais, je l'ai dit, qui vont covoiturer tous les jours ou plusieurs fois par semaine, de ceux qui sont déjà dans le covoiturage. Et dans ces covoitureurs-là, nous, l'idée, c'est de stabiliser ce volume-là, de l'augmenter petit à petit, justement en créant un certain nombre d'animations. Dans cet axe 1 de notre plan hérocovoiturage, on a une action précise. Donc là, je vous ai mis sur le diaporama l'ensemble des actions qui sont visées par cet axe 1. La première est développer la création d'aires départementales structurantes, secondaires et touristiques. On a aussi des items que l'on retrouve dans ce que vous venez de citer, sur la signalétique, sur l'adaptation aussi de la conception de ces aires au changement climatique, sur l'intégration systématique des aires dans de nouveaux pôles d'échange multimodaux. Donc on est sensible à étudier cette multimodalité. Elle interroge aussi. Tout à l'heure, vous avez parlé de la multimodalité vélo. Effectivement, dans les ronds, on met des box à vélo, on met des arceaux à vélo. Force est de constater que sur certaines aires, on a une utilisation, sur d'autres, une moindre utilisation, en fonction, bien sûr, des connexions avec les différents réseaux. On a aussi des aires qui sont connectées avec les réseaux de transport en commun. Et on sait tous autour de cette table que l'intermodalité covoiturage, transport en commun ne va pas forcément de soi aujourd'hui, méritera d'être travaillé certainement. Par contre, moi, ce que j'ai constaté sur nos aires, c'est qu'elles sont utilisées quand il y a des dessertes de scolaires comme point d'arrêt, de dépose, minutes, des scolaires. Et là, on a une très forte utilisation à ce moment-là, parfois pour covoiturer aussi. Le département s'est aussi positionné pour aider les schémas intercommunaux de covoiturage, en intervenant aussi sur des parkings, sur les travaux sur les parkings de covoiturage des communes. Et il propose aussi, via une structure Héro-Ingénierie, une assistance technique aux communes.
On a aussi des ambitions dans ce schéma covoiturage, c'est de travailler sur de la signalétique dynamique en temps réel, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec des comptages, pour avoir de l'information en amont aux covoitureurs héroltais. Donc on a un ensemble de dispositifs. On travaille aussi sur la signalétique. Je vous ai mis une petite image aussi en bas qui répond un peu à celle que vous venez de nous montrer, de positionnement sur les aires de covoiturage où on donne à voir ce fameux panneau CE52, mais aussi un panneau du département pour signaler les aires, les emplacements des aires. On a le même type de panneau sur l'emplacement des places mutualisées, où là on s'adresse non pas comme les aires à des poches de 20, 30, 40, 50, jusqu'à 120 places de covoiturage. Là, on s'adresse à de la mutualisation, donc c'est un travail plus fin avec les territoires, avec les communes, pour mutualiser des places de parking et les attribuer au covoiturage. Dans ce cadre-là, le département prend en charge la pose et la signalétique dans le cadre d'une mutualisation, et dans le cadre des aires de covoiturage, il fait aussi appel à des cofinancements. Parallèlement, et j'insiste aussi, parce que le sujet covoiturage ne se résume pas aux aires, on développe aussi le dispositif, on soutient le développement du dispositif réseau pouce, qui est basé sur un système qui permet de sécuriser l'usage entre autostoppeurs et conducteurs. Et là, on développe un maillage qui est cohérent avec nos aires et nos places de covoiturage, de points d'arrêt avec les communautés de communes, où on s'assure sur la voirie d'une pause et d'un emport avec maximum de sécurité de l'usager. Donc on évite certaines zones où la covisibilité est faible pour le covoiturage, où ça peut être dangereux aussi de poser et d'emporter une personne. Donc pour moi, il y a ces trois piliers qui sont reliés à l'infrastructure, et après il y a le gros pilier relié à l'animation autour de ces aires de covoiturage. J'avance un petit peu. Donc là, je vous ai présenté une carte avec l'ensemble des aires départementales. Alors, je fais attention aux mots que j'emploie. Ce ne sont pas toutes les aires de l'Hérault, bien sûr. Il y en a aussi dans les agglomérations, dans la métropole de Montpellier. Là, ce sont les aires portées par le département. Donc, on en a 22 aujourd'hui, avec 722 places disponibles, 34 aires à l'horizon 2028. Et vous voyez que ces places qu'on a mutualisées dans les communes, aujourd'hui, moi, j'en compte 150 places de covoiturage supplémentaires qui ont été mutualisés sur des espaces existants, et 659 arrêts sur le pouce, donc 434 portés par le département, dans le cadre des politiques de mobilité inclusive et solidaire. Maintenant, parlons de cofinancement. Donc là, je vous ai mis un tableau de synthèse sur 4 aires, avec les cofinancements que l'on espère avoir au niveau des fonds verts. Donc une aire de Servian, Saint-Just, Agnan, Saint-Gilles-du-Fait. Ce sont des aires assez différentes. Et dans ces aires-là, je vais vous prendre deux exemples. Un premier exemple qui est un exemple de l'aire d'Agnan, qui se situe dans une commune de près de 3000 habitants, au nord de Montpellier, en zone périurbaine éloignée, qui est encore sous l'influence de Montpellier, mais de manière très éloignée. Donc on est vraiment dans du paysage naturel, dans un espace qui commence à être marqué par sa ruralité. Et là, on a développé une aire de covoiturage de 36 places, avec 2 places PMR, et on intègre un arrêt de bus. Un arrêt de bus, là, en direction des navettes estivales qui sont mises en place pour la desserte du Pont du Diable et de Saint-Guilhem. C'est intéressant aussi, vous l'avez vu au début, j'ai aussi noté cette notion de touriste, de développer aussi le covoiturage pour permettre aux estivants ou aux touristes, puisque la saison s'élargit, de venir aussi fréquenter nos sites en covoiturage. Donc on a ça aussi en tête, à travers le schéma départemental du tourisme, de développer un covoiturage spécifique pour cette population-là. Cette aire de covoiturage, elle est aussi reliée à une piste cyclable entre Gignac et le grand site de l'Hérault. Et comme tout à l'heure vous l'avez souligné, on a des extensions possibles, des réserves d'extension possibles qui ont été réalisées. Donc en bas à droite, je vous ai mis un plan global de cette aire qui est située à côté d'un giratoire, avec donc cette capacité de 36 places que l'on pourra agrandir. Je vous ai mis le plan de financement global à grande maille, je dirais, excusez-moi d'expression, du projet, donc un projet à 90 000 euros, réparti avec 10 500 euros pour les terrassements, les plateformes, les chaussées 40 500 euros,
les bordures, fournitures et poses du milieu rural et les plantations. Donc, nos aires font aussi l'objet d'un traitement paysager particulier avec généralement un entretien qui est confié à un ESAT et en utilisant des espèces méditerranéennes. Bien sûr, on est sous climat méditerranéen, ce qui fait partie aussi de notre politique plus globale, politique de l'arbre du département et politique de plantation et de verdissement de ces espaces verts. Très récemment, d'ailleurs, on a des plantations qui ont été réalisées, c'est la bonne période. La seconde aire, elle est un peu plus importante. Là, on est situé dans le périurbain, au nord de Montpellier. Le nord de Montpellier fait l'objet d'un lien, c'est la liaison intercommunale d'évitement nord de Montpellier, qui va être une voirie structurante au nord de la métropole, dont le terme est annoncé pour 2026. Alors là, sur ce secteur-là, on se situe plutôt vers le nord-ouest de la métropole de Montpellier. Cette aire, je l'ai choisie parce qu'elle est plus importante que la première. Elle est déjà, vous l'avez compris, située là dans une zone périurbaine très marquée. Sa capacité, elle est de 220 places de stationnement et elle présente une offre de transport en commun avec 2 quai-bus aussi, reliés au transport périurbain, une piste cyclable qui est actuellement en cours de réalisation, qui va nous permettre aussi de conjuguer le covoiturage et le vélo, mais aussi le bus. Donc là, on est quasiment sur un hub d'intermodalité. Je n'ose pas encore parler de pôle d'échange multimodal, quoi qu'on pourrait, mais je parlerai plutôt d'un hub intermodal sur la zone périurbaine. Dans le coût, là, on est sur quelque chose d'un peu plus important, donc on voit que le coût est plus important, donc on est à 360 000 €. Je vous laisse lire le détail, mais on est encore sur un espace qui a été intégré paysagèrement. Vous voyez sur le plan le soin que l'on a pris au positionnement des hautes tiges, au positionnement des massifs. On a sur ce territoire-là aussi un coût en termes d'assainissement, de récupération des eaux qui est important. Et on travaille aussi en éclairage public. Alors sur nos aires, généralement, on travaille sur l'éclairage public avec de l'éclairage solaire. On a certaines aires qui sont équipées et pré-branchées quand elles ne sont pas équipées pour recevoir des bandes de recharge pour les véhicules électriques, des portiques anti-franchissement, bien sûr, vous l'avez souligné tout à l'heure. Et suivant les configurations, dont des Xbox vélos sont posés, des arceaux vélos sont posés. Là, je vous ai mis une vue 3D de cette même aire pour que vous vous rendiez compte aussi de l'intégration, de l'effort qui est fait pour son intégration dans l'espace environnant. Une autre source de financement sur nos covoiturages, donc là c'était la source fonds vert, mais je tiens à souligner celle-là aussi, c'est dans le cadre de la ZFE de Montpellier et de la feuille de route R. Donc l'ADEME nous a attribué, on a bénéficié, pardon, d'une aide de l'ADEME pour la réalisation d'études pour nos aires de covoiturage. Donc là, on n'est plus sur le volet travaux-réalisation, mais vraiment sur le volet amont, sur le volet études. Et nous avons 3 aires, celles de Saint-Félix-de-Lozès, Saint-Martin-de-Londres et Saint-Bauzile-de-Putois, qui ont bénéficié de ces aides-là pour ce volet études. Alors très honnêtement, au début, on pensait réaliser plus d'études. Mais c'est avéré qu'en régie, on avait aussi la capacité, nous, de dégager de l'ingénierie nécessaire pour réaliser ces études. Donc, je vous ai mis 2 exemples pour ces aires de covoiturage. Donc, la première de Saint-Félix-de-Lodèze. Donc là, on est vraiment situé en zone rurale, en cœur d'Hérault, un parking de 48 places avec une place PMR, un box vélo et un espace qui est sécurisé par la présence d'un portique. Donc, vous voyez l'aménagement sur la photo tel qu'il est réalisé. Le second espace que j'ai choisi, c'est celui de Saint-Martin-de-Londres, qui a à peu près les mêmes dimensions. On est sur 36 places, avec un éclairage public, un portique d'accès. Là, nous avons 2 box à vélo sécurisés et nous avons rajouté, on le distingue sur la photo en bas à droite, la seconde photo, on a rajouté des totems de réparation et des pompes papier. Donc, quand on est relié avec des aménagements cyclables ou des pistes cyclables, on essaie aussi de travailler sur cet usager, donc cycliste, en proposant des services
qui viennent en plus du covoiturage, en plus des bornes de recharge électrique, en proposant des services de box sécurisées, de totems et de pompes à pied. Donc là, on a un coût d'opération qui est affiché et cette aire-là présente la particularité d'avoir un pré-équipement pour les bornes de recharge des véhicules électriques. Voilà le petit tour avec la sélection que je voulais vous faire. Moi, ce que je voulais souligner pour conclure, c'est que quand on a aussi un soutien, que ce soit sur les études, que ce soit sur l'investissement, bien sûr, il y a un effet déclencheur dans notre stratégie. Mais aussi, on a besoin des autres éléments qui sont la communication et qui sont aussi l'animation sur les territoires. L'ensemble des dispositifs qu'on a mis en place, que ce soit du réseau pouce ou du covoiturage, on ne peut pas faire l'économie. Et le premier PAC de 2019 que j'ai cité l'a bien montré, qu'à partir du moment où on associait les territoires, où on proposait des animations, nous, départements, on avait une réelle augmentation du nombre de covoitureurs. Et cette augmentation, moi, je l'observe très simplement en faisant un comptage depuis 2018 du taux d'occupation de nos aires. On est entre 80, 100 jusqu'à 120% de taux d'occupation de nos aires de covoiturage. Donc, on sent très bien, en dehors des périodes Covid, que je passe au silence, mais on sent très bien qu'on est très rapidement, après la mise en service, on est très rapidement sur un taux d'occupation qui est permanent de nos aires, qui est fort et permanent. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce domicile-travail ne doit pas être notre principale cible. C'est pour ça que j'ai parlé du tourisme. Mais je parlerai aussi de l'occupation de nos aires le week-end. On a un très fort taux d'occupation de ces aires le week-end. Donc, on sent que l'usage aujourd'hui, l'usage qui s'est mis en place est vraiment polymorphe. Et on ne peut plus le réduire uniquement à cette cible domicile-travail. Il concerne l'ensemble des motifs et il s'étend vraiment dans la saison. On observe très peu de saisonnalité quand on fait nos comptages sur nos aires de covoiturage. On n'observe pas vraiment de saisonnalité du phénomène. On a quelques creux en semaine et quand je dis quelques creux, on reste sur des taux d'occupation très importants. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas du tout si j'ai tenu les délais parce que je ne me suis pas mis le chronomètre en marche. Merci beaucoup, M. Loubier. Je suis dans les purs. Pas pénaliser mes autres collègues. M. Loubier. Merci. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre les questions en fin. Donc, on va laisser d'abord la parole à Mme Céline Pincemin pour l'Orient Agglomération. Bonjour à tous, Céline Pincemin pour l'Orient Agglomération. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Alors, je ne l'ai pas en plein écran. Je vais tenter une autre manière. Est-ce que comme ça fonctionne? Très bien. Voilà. Eh ben, je vais me présenter. Donc, Céline Pincemin, je travaille au sein de la direction des mobilités de l'Orient Agglomération en tant que responsable d'unité planification, mobilité alternative et accessibilité. J'ai pris ce nouveau poste en septembre, donc je vais vous présenter le travail que j'ai co-réalisé et puis qui a été réalisé aussi par différents collègues. Voilà, donc pour vous resituer l'Orient Agglomération, donc nous sommes une agglomération de 210 000 habitants, composée de 25 communes, situées dans le Morbihan, à l'ouest du Morbihan, limite Finistère. Au niveau des compétences de l'agglomération en termes de mobilité, donc on est autorité organisatrice de la mobilité. Alors, avant 2020, on va dire, au niveau de la prise en charge du covoiturage, les aires de covoiturage étaient gérées par le département du Morbihan. Et puis, une fois que la nouvelle équipe d'élus a souhaité, en 2020, prendre en charge la mobilité et développer tout ce qui concernait le covoiturage, on a changé notre orientation et on s'est rapproché des obligations de la loi LOM quant à l'établissement
d'un plan d'un schéma des aires de covoiturage et parking relais. Donc, on a travaillé pendant plusieurs mois sur un diagnostic. Le diagnostic s'est fait d'abord sur site, donc pour vérifier l'état des différents sites existants. Donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, en ligne, il y avait beaucoup d'informations sur différentes aires qui étaient existantes ou plutôt informelles. On se rend compte que la population utilise le territoire à sa manière aussi et que si un endroit qui lui semble adapté, les voitures seront laissées sur le bas-côté, que ça nous plaise ou non. Donc, l'idée, c'était de recenser l'existant, aussi en termes de qualité, s'il y a de l'éclairage, s'il y a des services à proximité, et puis de compter le nombre de voitures qui sont laissées sur place, sachant qu'il est assez difficile, en fait, même en étant à des horaires qui peuvent être compatibles avec le covoiturage du matin et du soir, par exemple, de connaître exactement les principes, enfin les activités habituelles des particuliers, de savoir si effectivement ils sont présents pour du covoiturage ou pour autre chose. Donc, voilà, ça donne déjà une idée. Alors, sachant qu'on l'a fait à une période où la reprise du covoiturage n'était pas encore excellente, puisqu'on sortait de plusieurs périodes de confinement, mais ça nous a donné déjà une première idée pour pouvoir travailler ensuite. On s'est également basé sur des chiffres que nous avons reçus que nous avons exploités à partir des données fournies par l'agence d'urbanisme du territoire, et on a des collègues donc, au service SIG qui ont pu mettre en cartographie aussi les différents éléments pour pouvoir avoir des flux qui ressortaient sur des cartographies et connaître les axes qui étaient les plus importants et les besoins qui ressortaient sur le territoire. Voilà à peu près ce qui nous a servi. Notre objectif au niveau de la création de ce schéma d'orientation, c'était d'une part d'avoir une politique structurée, puisqu'on se rendait compte qu'il y avait différentes aires de covoiturage sur le territoire, des aires de covoiturage qui étaient informelles ou déclarées, des aires de covoiturage qui étaient au sein de petits villages, et puis d'autres qui étaient le long de voies rapides, donc vraiment pas du tout la même typologie d'aires. Et puis l'idée, c'était aussi de définir les clés d'intervention entre nous, collectivités AOM, et les communes qui sont propriétaires d'une partie des aires de covoiturage, donc pour savoir à partir de quel moment et suivant quelles conditions l'agglomération allait intervenir financièrement ou techniquement sur ces aires de covoiturage. Sachant que l'objectif de ce travail était aussi de faire un lien avec les différents schémas que nous avions pu mettre en place. C'est-à-dire qu'on a travaillé également sur un schéma cyclable qui a été voté en mars 2023. Et donc, on avait à cœur de faire se rejoindre ces schémas pour qu'il y ait une cohérence et que les personnes qui vont faire ou qui font du covoiturage puissent accéder facilement aux aires de covoiturage et éventuellement stationner leur vélo. Voilà, au niveau du calendrier de réalisation, donc je disais, le diagnostic a eu lieu entre décembre 2021 et février 2022, donc là, clairement sur le terrain et avec de la cartographie. Ensuite, nous avons travaillé sur un schéma d'orientation, donc au regard des différents éléments récupérés sur le terrain, nous avons proposé un programme d'action aux communes. Donc, il y a eu plusieurs réunions, des comités de pilotage, donc là plutôt entre élus de l'agglomération, et des comités techniques avec les agents des communes, agents techniques, et aussi les élus pour connaître leurs souhaits d'évolution du territoire, pour que nous ne soyons pas non plus hors sol. Il y a eu plusieurs échanges et plusieurs ajustements pour que notre dernière mouture corresponde bien aux besoins, et ce qui a permis le vote du schéma en janvier 2023. À ce moment-là, nous avons pu répondre assez rapidement
à l'appel à candidature pour les fonds verts et le programme d'aménagement, alors qui n'était pas de 2023-2020, qui est 2023-2027, donc qui ne rentre pas entièrement dans le fonds vert, a été présenté et postulé pour avoir ce soutien financier. Voilà, au niveau du programme d'action, les aires de covoiturage, la manière dont ont été classées les aires de covoiturage, donc vous voyez les axes rouges, donc ce sont les axes qui concentrent le plus de circulation automobile. Puis les axes orange, enfin les axes jaunes. Donc, on a travaillé sur des aires de covoiturage qui sont dites structurantes le long des axes principaux, axes structurants. Sur ces axes structurants, les aires de covoiturage qui seront liées à ces axes structurants sont dites structurantes. Donc, la maîtrise d'ouvrage va être portée par l'agglomération pour les créations et pour tout ce qui est aménagement également. Sur les axes orange, donc le flux de véhicules est moins important, on imagine que l'impact va être aussi moins important. Donc, la participation de l'agglomération, s'il y a création d'aires de covoiturage sur ces axes, sera de 40%. Et ensuite, sur les axes jaunes ou quand il n'y a pas d'axe du tout, vous voyez sur le nord-est du territoire, nous sommes plutôt sur des communes rurales, il y a des aires de covoiturage existantes où les communes souhaitent en construire. Je pense à Kistinic, que vous voyez à droite sur le plan. Donc effectivement, il peut y avoir du besoin aussi plutôt pour la population locale et au départ de centre-bourg. Donc là, sur ces axes et sur ces aires de covoiturage, la participation de l'agglomération sera de 20%. Voilà. L'idée aussi dans ce dispositif, c'était de se mettre d'accord sur le niveau de service des aires en fonction de son statut de aire structurante, aire secondaire, aire intermédiaire ou de proximité. Donc, selon les cas, l'intervention de l'agglomération sera plus ou moins importante. On a dit que les aires structurantes avaient une maîtrise d'œuvre par l'agglomération. On a également insisté sur le fait que soient en commun certains éléments portés par l'agglomération, que ce soit la communication avec les totems, pour qu'il y ait une unité aussi de réalisation, et tout ce qui concernait l'intermodalité, que ce soit l'information sur les services de transport collectif à proximité, donc qui sera inclus sur les totems, ou ce qui concerne le vélo, le stationnement vélo. Ça ne veut pas dire qu'il y aura du stationnement vélo sur chacune des aires, mais quand il y en aura, vu avec la commune, ce sera l'agglomération qui portera l'investissement. Voilà au niveau des différents éléments. Il a été décidé que s'il y avait de l'éclairage et des poubelles sur chacune des aires en fonction située à l'endroit le plus judicieux pour que la gestion soit abordable et peut-être avec des détecteurs pour ce qui est de l'éclairage. Pour le reste, que ce soit les abris ou les portiques de limitation de hauteur, l'idée n'a pas été de se dire que ce serait systématiquement mis en place. On se laisse aussi la possibilité de faire évoluer les services en fonction de la vie de chacune des aires de covoiturage, qui n'ont vraiment pas le même fonctionnement actuellement. Voilà. Au niveau de l'investissement imaginé, donc on est sur 1,2, pas imaginé, projeté, on est sur 1,2 million d'euros sur 4 ans. Donc ça, c'est ce qui a été présenté au niveau du fonds vert. Voilà, donc le fonds vert, nous n'avons présenté que les aires qui seront sous maîtrise d'œuvre de l'agglomération. Donc une partie sera prise en charge, mais sans passer par le fonds vert. Donc on en parlait tout de suite. Là, ce sont celles qui sont positionnées à proximité d'axes routiers structurants. Donc, on imagine un investissement de 921 000 euros. Alors, de mon côté, vous avez un problème de son? J'ai entendu une voix féminine. C'est bon, vous êtes revenu. Ok.
Donc, au niveau du montant de l'aide, donc l'aide au niveau du fonds vert serait de 20% de l'investissement, donc 127 880 € attendu. Voilà. Au niveau des créations d'aires, donc il y a 2 aires principalement qui vont être créées, dont une à Hennebont. Là, on attend les retours de l'INRAP pour savoir dans quelle mesure quel est le meilleur emplacement pour implanter cette aire de covoiturage qui est dans une ZAC. Comme tout un chacun, on est soumis aux réglementations, et donc on s'interroge sur la taille de cette aire de covoiturage, si on la fait en une fois 100 places ou en 2 fois 50 places. Et donc, si c'est 100 places, les ombrières seront à mettre assez rapidement. On s'interroge aussi sur les flux de passagers, enfin de voitures, puisqu'on a là, sur cette aire de covoiturage, elle est située au nord d'un axe routier important, et on voit à l'usage qu'il y a du stationnement en voiture de part et d'autre de l'axe. Donc, on espère que les voitures qui sont stationnées de manière illicite, on va dire, au sud de l'axe rejoindront bien l'aire située, qui va être mis en forme au nord de l'axe, pour pouvoir avoir une circulation fluide et puis une sécurisation de la pratique. Voilà. En parallèle, l'agglomération travaille également sur l'aide au covoiturage, l'accompagnement du covoiturage, avec aussi un soutien financier du fonds vert concernant une plateforme de covoiturage. Donc, le choix a été de travailler avec Caros. On travaillait jusque-là avec une plateforme publique qui s'appelle Westgo, mais qui n'avait pas la notoriété suffisante, en tout cas, pour créer un dynamisme au niveau du covoiturage, et qui fonctionnait et qui continue à fonctionner. Donc, nous, on a choisi d'être en contrat avec Caros, et d'accompagner financièrement les déplacements à hauteur d'1 € pour 2 à 20 km, et 2 € pour 20 à 30 km. Donc, 2 allers-retours par jour. Et là, sur ces éléments également, on a un soutien du fonds vert. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup. Et du coup, on va poursuivre avant de faire la question-réponse, la séance de questions-réponses avec Monsieur Pierre Châtelier. Est-ce que vous êtes bien disponible? Alors, il faut vous unmute votre micro. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Ok. Vous ne pouvez pas démarrer le partage d'un écran. Ah oui, il y a un autre qui le tient déjà. Est-ce que quelqu'un peut se Voilà. C'est bon. Bonjour. Donc, je vais me présenter, Pierre Châtelier. On n'a pas votre support, hein, Monsieur Châtelier. Ah, dommage. Si vous avez lancé le partage avec la flèche verte. Oui, c'est ce que j'avais fait, mais je vais revenir. Alors, partage. On voit votre écran, il nous manque juste la présentation. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Si on peut avoir le grand écran, ce serait parfait. Et ben voilà. Voilà. Bonjour. Donc, je suis Pierre Châtelier, je suis vice-président de la vie associative au sport, loisirs et culture de CDC de la vallée de la Haute-Sarthe. Donc, nous, effectivement, à entendre mes prédécesseurs, nous sommes bien loin de tout ça, puisque nous sommes un territoire très rural, hein, puisque nous avons 31 communes et avec un peu moins de 8000 habitants. Cette intercommunauté a un pôle central et 3 pôles secondaires. Le maillage en pôle des services est essentiel au bon équilibre démographique et économique de notre territoire.
Il ne peut s'affirmer et perdurer que par la présence d'un certain niveau de service d'équipement au sein de l'intercommunalité. La vitalité du territoire rural comme le nôtre nécessite dès lors une attention particulière des élus, afin en permanence d'offrir un service au contexte démographique et économique de ce dernier, et de proposer un service de qualité permettant l'activité et l'efficacité de la mobilité est au cœur du projet du territoire. Alors, c'est vrai que nous avons une petite collectivité hein, qui est très rurale, donc avec beaucoup de déplacements. Nous avons donc opté sur la mobilité vers une étude d'abord avec le CEREMA. La CDC de la Vallée Haute-Sarthe est signataire d'un contrat CRTE, contrat de relance. Alors, je suis peut-être déjà en avant. Oui, voilà. Sur le sujet, cette étude a permis l'émergence de fiches actions et les élus se sont ensuite emparés du dossier pour prioriser les axes. Hein. Il y avait plusieurs axes qui nous ont été proposés. Donc, on a défini 4 axes, dont les aires de covoiturage sont les axes prioritaires et la mise en place d'un système d'autopartage. Bien évidemment, d'autres actions sont en cours, notamment le transport ce qu'on appelle le TAD, le transport à la demande, etc. Donc, on va passer très rapidement sur l'autopartage, puisque ce n'est pas l'objet, mais ça s'inscrit tout à fait, nous, dans notre démarche. Donc, aujourd'hui, je pense que ça déroule un petit peu vite. Voilà. L'autopartage aujourd'hui a été mené de pair avec les aires de covoiturage. Donc aujourd'hui, les demandes de subventions nous ont été attribuées pour un certain montant, puisqu'on a un financement aujourd'hui à hauteur de presque 37% concernant les 2 pôles hein, de l'autopartage. Mais donc, nous allons aborder effectivement l'ère des covoiturages. Donc, on en a défini 4 qui sont aujourd'hui proches à la fois des axes importants. Hein, alors, ils sont essentiellement orientés vers le transport pour l'accès aux activités professionnelles. Aujourd'hui, elles sont utilisées pour certaines déjà utilisées sans être vraiment identifiées. Hein, c'est ce qu'on appelle un petit peu les aires de covoiturage non identifiées. Donc, le montant de ces aires de covoiturage, comme vous pouvez le voir, s'élève à 388 000. Elles sont subventionnées à hauteur de 50 000 par un projet leader, à hauteur de 130 000 par les fonds verts, et puis le conseil départemental pour une hauteur de 114 000, ce qui nous fait des financements à hauteur de un peu plus de 75%. Elles sont toutes sur le même principe, les 4, hein, à savoir que elles sont avec 4 places de parking, une place de PMR, et puis un ensemble qui peut réceptionner des vélos à la fois sécurisés, puisque donc ça sera fermé. Et puis on envisage aussi, alors il y a une étude qui est en cours avec l'agence départementale d'ingénierie de l'Orne concernant la mise en place de bornes de recharge. Parce qu'il est évident que lorsque on met ces bornes de recharge ces véhicules en place, les bornes de recharge sont bloquées quasiment pour le temps vraisemblablement dans la journée quand c'est pour le déplacement de l'activité professionnelle, ce qui peut générer des problèmes. Donc l'étude avait mis en avant de retenir des emplacements stratégiques. Les sites doivent permettre aussi le rabattement vers des aires de covoiturage pour les habitants non motorisés. La proximité des grands axes du territoire ont été prises en compte, bien évidemment.
Donc, on a effectivement, nous, le long de la RN12, sur la D3 en sortie de Courtomère, le site des Planches, commune de Saint-Léger-sur-Sarthe. Alors, on a quasiment deux aires de covoiturage proches du pôle centre, hein, qui nous permet à un moment donné de pouvoir desservir dans les deux sens de la 2x2 voies. On est situé effectivement à égale distance entre deux villes plus importantes que sont Alençon, qui compte aujourd'hui sur la CU, la communauté urbaine, un peu plus de 50 000 habitants, et puis la ville de Mortagne, qui est aux alentours de 6 000 habitants. Les aires de covoiturage ont été validées par le conseil communautaire. Il a été fait appel à l'agence départementale d'ingénierie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les aires de covoiturage sont organisées sur le même schéma. Donc aujourd'hui, les financements nous ont été attribués et donc nous allons sur 2024 commencer les travaux, sachant que nous avons trois aires de covoiturage qui appartiennent soit à la communauté de communes, soit aux communes appartenant à la communauté de communes, et une aire qui aujourd'hui est en discussion puisque ça appartient à un privé. Donc voilà un petit peu la présentation des aires de covoiturage sur la communauté de communes de la vallée de l'Haute-Sarthe, projet qui aujourd'hui va être en cours de réalisation. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Monsieur Châtelier, pour cette présentation. Il est 15h07, il nous laisse un peu plus de 20 minutes pour les questions-réponses. Il y en a déjà pas mal. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de les balayer. Et Louise, tu veux peut-être commencer sur les toutes premières? Oui, à la limite, ce que je peux faire, moi j'en ai noté quelques-unes, comme ça je peux de manière synthétique voilà, balayer, faire du question-réponse sur ce que j'ai noté. Il y en a quelques-unes aussi pour nos intervenants, comme ça on va pouvoir ensuite passer la parole. Alors, j'ai vu des questions sur l'équipement des parkings et des aires, donc des équipements qui peuvent être des équipements vélos, des équipements sanitaires, de mobilier urbain. Et donc la question, elle est, est-ce que tous ces équipements sont éligibles au fonds vert? Alors l'idée derrière le fonds vert, c'est que donc en fait l'éligibilité est liée à l'objet covoiturage. Donc sont éligibles l'ensemble des coûts des travaux pour les aires et l'ensemble des équipements de mobilier et d'équipements associés. Ça veut dire que par exemple pour un stationnement vélo peut être éligible s'il s'agit de stationnements qui vont permettre du rabattement de personnes qui utilisent des vélos pour venir ensuite rejoindre un covoiturage. Donc pour ça, il faut présenter le projet de cette manière-là et que ce soit justifié par une étude, en tout cas que ce soit cet objet-là. Ce que ça veut dire aussi, c'est que par exemple des pôles d'échange multimodaux dans lesquels on va insérer quelques places de covoiturage et où on va avoir l'accès transport en commun, des vélos. Là, on est hors scope de ce financement fonds vert, sauf pour à la limite le financement des places de covoiturage. Là, on renverra plutôt vers un financement du type DECIL pour ce type d'objet. J'ai vu aussi une question sur les aires de covoiturage qui sont sur du réseau concédé type Vinci. Alors ça, je vous invite à ce qu'on échange directement, parce que c'est vrai que ce n'est pas une question qu'on a eue jusque-là en termes de compétences, de savoir si dans ce cas-là et si un financement en fait est apporté par une collectivité auprès de Vinci qui du coup est maître d'ouvrage en fait de la solution, de savoir si le fonds vert permet donc ce type de cofinancement. Ça, il y a une vraie question. On a des dossiers un peu similaires et là-dessus, je pense que le mieux, c'est qu'on s'en parle directement. Donc, je vous mettrai dans ma présentation mes contacts et puis aussi à la fin. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail là-dessus. J'ai vu des interrogations par rapport aux taux de cofinancement, d'autant plus avec les présentations qui ont été faites, qui montrent qu'en fait, les taux de cofinancement obtenus sont différents. Bon, c'était le début de ma présentation, mais c'est toujours cette logique du fonds vert qui est décentralisée et qui donc est gérée directement par les administrations déconcentrées et qui fixe les taux de cofinancement en fonction des enveloppes disponibles.
Le taux de 80%, encore une fois, il ne faut pas trop s'attendre à l'avoir. Hein, au vu des enveloppes, en général, c'est pas ce taux-là. Mais on n'a pas de directive en fait sur tel objet est plutôt de l'ordre de 20%, tel objet est plutôt de l'ordre de 80%. Donc ça c'est à voir directement avec vos interlocuteurs en DDT et en DREAL. Voilà, j'ai vu des questions aussi sur les ombrières photovoltaïques. Alors ça, les aires de covoiturage sont bien éligibles à l'obligation de la loi climat résilience de l'article 40, qui dit que en fait les parkings supérieurs à 1500 mètres carrés doivent être équipés de panneaux photovoltaïques sur des ombrières. Donc, enfin là, l'obligation s'applique aussi. Bon, on va savoir que c'est pas pour tout de suite quand même. Hein, il me semble 2026 pour les parkings les plus larges et puis ensuite 2028. Mais effectivement, en fait, une aire de covoiturage est considérée comme un parking du point de vue de la loi, donc bien éligible. J'ai vu aussi une question sur les schémas directeurs et la question de savoir si une intercommunauté pouvait être éligible au fonds vert et donc mener un schéma directeur. Bon, en tout cas, sur le point de vue compétence, il n'y a pas de problématique. Après, bien sûr, il faut bien penser à l'articuler avec le département et la région si telles démarches ont été engagées. D'ailleurs, la loi, il me semble, désigne plutôt la région comme chef de file pour la réalisation de schémas directeurs d'aires de covoiturage, mais ça n'empêche pas pour autant d'initier cette démarche à un autre niveau sans problématique. Voilà. Et aussi sur l'intégration des schémas d'aires au sein de PDMS, donc les plans de mobilité simplifiés. Donc peut-être que Honoré, tu t'en parleras de ton côté, mais en tout cas, là de nouveau, c'est quelque chose de totalement possible, en tout cas juridiquement, et pas de problème pour les cofinancer aussi dans le fonds vert. Voilà de mon côté sur ce que j'ai vu dans les premières questions. Je regarde si j'en vois à destination de nos intervenants notamment. Oui, il y avait une question pour Madame Pincement et sur sa compétence voirie sur l'ensemble du territoire pour la réalisation des aires. Alors, nous n'avons pas la compétence voirie. Donc, nous nous appuyons sur d'autres compétences, la compétence mobilité, pour pouvoir mettre en place ces aires de covoiturage. Effectivement, nous n'avons pas la compétence voirie. Ce qui vaut aussi pour le schéma cyclable. Donc, c'est pour ça qu'on participe financièrement sur les aménagements au niveau des aménagements cyclables et sur les aires de covoiturage. Sur une partie, on participe aussi financièrement, mais on ne met pas en œuvre. Par contre, on s'appuie sur notre compétence mobilité sur les aires structurantes. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. Merci. J'imagine que ça fera aussi partie des questions qui seront peut-être davantage détaillées dans le format là, que vous êtes en train de préparer au niveau du CEREMA sur le guide relatif aux aires. Complètement. Peut-être pour revenir aussi sur la question du intégration du schéma d'un PDMS. Hein. Personnellement, moi, je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais ça me semble effectivement pas impossible. Et puis, en tout cas, il y a forcément une articulation entre ces différents documents de planification, que ce soit un plan de mobilité simplifié, que ce soit un schéma directeur, mode actif ou cyclable. Donc, il y a forcément des démarches à articuler. Et donc, à ce titre, ça ne me paraît pas choquant qu'un schéma d'air puisse être intégré au PDMS. Il y a une question également sur les installations, les IRVE, donc les installations de recharge de véhicules électriques. À ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait d'obligation réglementaire à mettre ce type de dispositif sur les aires de covoiturage. Voilà, il y avait une question sur est-ce que les recommandations, il faut respecter les recommandations de CEREMA pour obtenir une subvention. Alors non, c'est pas forcément à respecter. Voilà, c'est pas des critères à forcément respecter, mais c'est plutôt des critères pour que voilà, les aires de covoiturage soient bien utilisées. On vous invite quand même à voilà, les suivre, Voilà. Et puis, il y avait des questions pour le département de l'Hérault aussi. J'en avais vu une que je la retrouve.
Il y avait des questions. Alors d'abord, peut-être se répondre sur les systèmes de comptage des véhicules. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu un point noir sur l'aménagement des aires de covoiturage, parce qu'on retrouve peu ce type de dispositif. Et à ma connaissance, c'est des compteurs routiers assez classiques, hein, qui peuvent même parfois être réutilisés, donc à partir voilà, des compteurs routiers existants et qui seraient implantés ailleurs et pourraient être déplacés justement sur une aire de covoiturage, soit de façon temporaire, soit de façon définitive, si on estime qu'il y a un vrai besoin d'évaluation en continu de l'usage de l'aire de covoiturage. Voilà, pour revenir sur le conseil départemental de l'Hérault, il y avait une question. Donc, il y avait les 9 EPCI cités en convention avec le conseil départemental de l'Hérault ont-elles pris la compétence mobilité ou mobilité partagée à minima? Et sinon, est-ce que la région Occitanie est-elle signataire et financeur en tant qu'AOM? Oui, alors juste, je complète sur les comptages, parce que j'en ai parlé. Nous, on fait vraiment des comptages in situ. Hein, depuis 2018, on a un comptage par trimestre où on va analyser le taux de enfin, on va identifier le taux de remplissage de nos aires et on en profite aussi donc, pour faire un terrain sur l'état global de nos aires et faire remonter soit nos agences techniques, si c'est une problématique qui nous concerne, soit aux communes qui ont en charge l'entretien des aires, si on observe des désordres ou s'il y a des éléments à signaler. Concernant votre question sur les conventions aéromobilité, donc le département, lui, conventionne avec les communautés de communes. Elles n'ont pas dans l'Hérault la compétence mobilité. Donc, dans ces conventions, on précise bien qu'elles doivent se rapprocher de la région au regard de la loi de l'homme pour organiser cette mobilité. Donc, moi, je n'organise pas la mobilité. Quand je vous ai dit que le département avait soutenu le développement du réseau pouce, mais ne l'a pas porté depuis la LOM. Donc nous, notre objectif, c'est d'être facilitateur sur ces sujets-là. Donc ce qui veut dire que ces conventions, elles lient le département au comité de communes et que c'est au comité de communes de se rapprocher de la région aujourd'hui. Ce qui n'empêche que les actions des deux collectivités, régionales et départementales, s'avèrent être complémentaires et ça permet de consolider les actions de covoiturage dans l'Hérault. J'ai répondu à votre question ou... Oui, je pense. Je ne sais pas, je ne peux pas être très clair. Je pense aussi. Et il y avait une autre question, me semble-t-il, sur le montant d'une aire. Une autre question, me semble-t-il, sur le montant d'une aire. Sur le projet de Saint-Gély-du-Fès, j'imagine que c'est bien conseil départemental de l'Hérault. Montant total s'élève à 300 000 € hors taxe. Et la question était de savoir à combien s'élève le montant de l'aide attribuée du fonds vert. La question était de savoir à combien s'élève le montant de l'aide attribuée du fonds vert. Aujourd'hui, moi, dans mes tablettes, j'ai porté à hauteur de 80% d'aide sur ces éléments-là. Il y avait une autre question aussi qui était sur l'ouverture des IRM au public. Oui, je confirme qu'elles sont ouvertes au public, bien sûr. Et pour répondre aussi à une des interrogations de notre précédent intervenant, nous, on utilise donc le réseau Révéo et les bornes sont posées par Aéroénergie, une structure départementale. Et bien sûr, l'usager, le temps de sa recharge a un coût qui est défini par son abonnement. Mais s'il dépasse le temps nécessaire à la recharge, il est pénalisé, puisque l'idée, c'est aussi d'éviter les voitures ventouses sur ces espaces-là. Donc, il y a aussi un dispositif qui incite l'usager à déplacer sa voiture et à non pas, comme je l'ai entendu tout à l'heure, risquer d'avoir des voitures qui phagocytent un peu ces espaces de recharge des véhicules électriques. On force quand même de constater que le taux de connexion à ces bornes reste encore à conforter. On n'est pas sur une optimisation aujourd'hui de l'utilisation de ces bornes. D'où l'importance aussi de la communication et de l'animation autour de ce sujet d'électromobilité. Peut-être pour préciser sur le sujet des IRVE, hein, sur les obligations, effectivement les obligations sur les parcs de stationnement qui sont rattachés à des bâtiments non résidentiels existants
et sur les parcs de stationnement gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public. Donc, si des aires de covoiturage sont concernées par ces critères, l'augmentation impose 1 point de recharge pour 20 places de stationnement au 1er janvier 2025. Donc, à bien vérifier sur ces sujets de réglementation d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. Je vois que la question revient sur l'intermodalité, l'aménagement d'un parking et l'idée qu'il soit voilà, accessible transport en commun et autres modes. Donc, enfin, c'est vraiment ce qu'Honoré a dit au début de présentation. Nous, ça fait partie effectivement des objets quand même les plus intéressants. Hein, penser à l'intermodalité, l'accès à ces endroits, pas uniquement en voiture. Donc, ces parkings sont bien éligibles, hein, effectivement, au fond vert. Après, il faut bien voir que certains objets peuvent être découpés et exclus du cofinancement si ce sont des objets qui n'ont vocation à encourager qu'un autre mode que le covoiturage. L'idée, c'est toujours la même chose, hein, c'est d'avoir uniquement des dépenses affectées à l'ère de covoiturage. Et donc, même chose sur les IRVE, dans ce cadre, ils sont éligibles s'il s'agit de bornes qui sont affectées à ces véhicules de covoitureurs. Voilà, on peut l'appliquer à tous ces objets. On voit que après, voilà, la prise en compte de différents objets ont été possibles dans le cadre du fonds vert. Et je réponds aussi à d'autres questions sur l'accès aux données des aires de covoiturage. Alors, on a un jeu de données ouvert sur les aires de covoiturage qui est publié sur transport.data. Je vous le remets dans le chat. Donc, c'est la base nationale des aires de covoiturage. Alors, bon, vous allez voir, si vous la connaissez pas et que vous la découvrez, ne sautez pas au plafond. Peut-être qu'il en manque beaucoup sur votre territoire. C'est normal, on le sait. Pour autant, c'est vraiment une très bonne pratique de le renseigner. Et ça, voilà, on le redit, c'est en fait aujourd'hui les calculateurs d'itinéraires voitures comme Google Maps, les Waze ont l'obligation de réutiliser ce jeu de données. Donc c'est un vrai potentiel pour vous d'afficher vos aires de covoiturage et d'en faire des informations voyageurs accessibles sur l'ensemble de ces plateformes. Et pour le faire, en fait, il s'agit simplement de renseigner ce jeu de données. Nous ensuite, on permet à l'ensemble des systèmes d'information de réutiliser ce jeu de données. Donc pour renseigner ce jeu de données, vous avez toute la documentation aussi pour faire la mise à jour. Bon, j'ai des questions sur les autorisations d'urbanisme là, qui dépassent ma compétence personnellement. Sur le permis d'aménager, permis de construire pour les ombrières photovoltaïques, je ne saurais pas répondre non plus. Je ne sais pas si M. Loubier, même Pince-Main, si vous avez des ombrières photovoltaïques et si oui, comment vous avez fait? En termes de permis, la question c'était de savoir si les ombrières photovoltaïques pouvaient être intégrées au permis d'aménager de l'aire de covoiturage ou pas. Là, je me permettrai de vous demander un temps pour me retourner vers les agences qui ont mis ça en place. Je ne voudrais pas vous communiquer l'information erronée. Mais je note la question et je vous apporterai des éléments de réponse. Et au niveau de l'agglo, on n'en est pas encore là. Mais effectivement, les collègues souhaitent être plutôt à l'avant, même si les obligations sont pas effectives tout de suite, mais de se dire que on a tout intérêt, nous aussi, à être exemplaires dans nos productions d'aires de covoiturage ou tout type de parking. Donc, on se pliera à la réglementation. Par contre, moi également, je dois me tourner vers mes collègues de l'urbanisme pour préciser la règle et les modalités de dépôt de dossier. Je crois qu'Héloïse, on a traité la plupart des questions. Je précise que les supports de présentation et le replay seront disponibles comme donc pour le précédent webinaire, hein, sur la chaîne YouTube de France Mobilité. Voilà, on vous enverra le lien. Le lien sera transmis à tous les inscrits.
Merci beaucoup encore à nos 3 intervenants du jour, et puis merci à Héloïse. Héloïse peut peut-être en dire un mot, mais on a prévu voilà, quand même de continuer cette série de webinaires sur les lauréats du Fonds Vert, notamment peut-être sur le volet animation et communication, puis c'est un volet qui est aussi inscrit au Fonds Vert. Donc voilà, on devrait poursuivre encore ce type d'événement autour du covoiturage. Exactement, merci Honoré. Gardez l'œil ouvert sur vos newsletters du CEREMA et France Mobilité. Effectivement, on annoncera certainement un prochain webinaire, au moins sur la communication, peut-être aussi sur les voies réservées au covoiturage. Et je me joins à toi pour remercier tous les intervenants. C'était vraiment très intéressant pour nous aussi d'avoir vos retours d'expérience. Et bonne journée à tous. Merci à tous, bonne journée.